Mesdames, Messieurs, chers amis, Mesdames et Messieurs les élus du canton, je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui sur ce lieu historique dédié à la mémoire du soldat Charles de Glopper. Oui, mesdames, messieurs, vous serez d'accord avec moi pour vous dire que c'est un spectacle magnifique, émouvant. Merci pour Charles de Glopper. Je veux saluer tout spécialement nos amis américains, membres de la famille de Charles de Glopper, ici présents. C'est la deuxième fois que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir la famille ici à Amfreville. Ladies and gentlemen, dear friends, elected member of the county, I want to thank you all for being here today on the sacred and historical ground dedicated to the memory of Private First Class Charles de Glopper. I wish to salute especially our American friends, members of Charles de Glopper's family, for their presence here today. This is the second time that we have the pleasure and the honor to welcome this family here in Amfreville. Nous sommes aussi très fiers et très honorés de la présence parmi nous de Madame le maire d'Amfreville, Ginette Donger, Monsieur le premier adjoint Fabrice Bachet et les membres du conseil municipal, Monsieur Alain Maître, maire honoraire et membre de l'ancienne municipalité d'Amfreville, le chapelain, le père Mac-Curie de l'ordre des franciscains, le major général Nicholson de la 82e division aéroportée, notre cher ami Kelly Carrig, avec laquelle notre association est en constante relation et qui est professeur de français aux États-Unis. Elle est le lien direct également avec nous et la famille de Charles de Glopper. Je remercie également l'entreprise de Bruno Maloisel de 40 ans et son personnel qui ont réalisé ce chef-d'œuvre. De Mary Nélance de Glopper et de Charles Léonard de Glopper. Il était né le 30 novembre 1921 à Grand Island dans l'État de New York aux États-Unis. Il intégra l'armée américaine au mois de novembre 1942. Il reçut sa formation de soldat au camp Croft, en Caroline du Sud. À son issue, il fut affecté au 325e régiment d'infanterie des planeurs, au camp de Fort Bragg, dont le commandant était le colonel Harry Legg Lewis. Fut rattaché à la 82e division airborne. Au début du mois d'avril 1943, le 325e planeur est regroupé pour l'outre-Atlantique au camp Edward, sur le Cap Cod, dans le Massachusetts, pour compléter son entraînement final. En 1943, avec ses camarades, Charles embarque à New York sur le navire Santa Rosa. Il rejoint au large un grand convoi pour faire route vers l'Afrique du Nord. Le 10 mai 1943, il arrive à Casablanca au Maroc. Il traversera l'Algérie et la Tunisie, puis se succédera le débarquement en Sicile, puis en Italie, où les soldats du 325e planeur se sont durement battus. En novembre 1943, Charles de Glopper et le 325e quittent le théâtre de la Méditerranée pour rejoindre l'Irlande. Au mois de février 1944,
le régiment prend position dans les environs de Leicester en Angleterre. Fut le réel premier assaut aérotransporté du 325e planeur. C'est au sein de la compagnie Charlie, du 1er bataillon, que Charles de Gloper va participer à cette gigantesque opération du D-Day. C'est de la base de Newbury que le planeur Orsa de Charles a décollé et il va atterrir aux environs de 7 heures à J+1 le 7 juin sur la landing zone codée W tout près du carrefour des Forges à Blauville. Pour la suite, mesdames et messieurs, vous comprendrez facilement qu'il n'est pas possible de vous faire le récit complet et détaillé de l'opération militaire américaine menée par le 1er bataillon du 325e planeur en cette fameuse nuit du 8 au 9 juin 1944. Ce serait évidemment beaucoup trop long, mais le but final de cette opération était que les hommes de cette unité devaient reprendre aux Allemands la position ouest de la chaussée de la Fière à Coquigny, que ceux-ci occupaient depuis l'après-midi du 6 juin. Aujourd'hui, il est confirmé que la compagnie Charlie, celle de Charles de Gloper, après avoir traversé les champs et les vergers depuis le hameau des Heudes, sont arrivés à hauteur de la route de goudronnée reliant Coquigny à Amfreville, c'est-à-dire l'actuelle route départementale 126. Les hommes l'ont traversée et ont progressé toujours au sud en traversant les vergers et champs de céréales qui existaient à cette époque. Je ne vous relate pas les nombreuses péripéties qui ont émaillé leur parcours. Toujours est-il que les hommes de tête de cette compagnie Charlie se sont orientés trop au sud, en se perdant dans les touffus de ce hameau flot. À ce moment-là, il était environ 4 heures du matin et il faisait encore nuit. De là, il devait bifurquer à gauche et se rabattre en direction de la chapelle de Coquigny, située à 500 mètres là-bas. Hélas, la compagnie Charlie, en arrivant dans ce chemin de terre, va tomber dans le piège tendu par l'ennemi. La compagnie Baker, progressant sur sa gauche, va connaître le même sort et perdra 18 hommes en quelques minutes. L'ennemi, discrètement, avait observé et compris le but de l'opération menée par les troupes américaines et a utilisé sa connaissance du terrain, repéré et préparé à l'avance. La compagnie Charlie fut prise sous un déluge de feu. De plus, il y avait une mitrailleuse placée à une lucarne de cette ferme qu'on aperçoit là-bas et qui les fauchait tous. Des armes automatiques tirées des deux extrémités du chemin. Déjà, beaucoup d'hommes tombaient, tués ou blessés. D'autres furent capturés, comme fut le capitaine Stockley, leader de la compagnie. Face à l'adversaire, les hommes de cette compagnie étaient en nombre insuffisant. Et parmi eux, pour beaucoup, c'était le baptême du feu. Analysant très vite qu'il venait de tomber dans une embuscade mortelle, un soldat, Charles de Gloper, sans doute le plus grand de son unité par la taille, porteur d'un fusil mitrailleur Browning Automatic Rifle, s'est jeté dans la bataille à corps perdu. Il ouvrit un feu nourri et rageur sur les premières positions ennemies. Les assaillants, sans doute surpris par cette réaction soudaine et violente, et constatant des pertes dans leur rang, diminuèrent l'intensité de leurs tirs, ce qui permit aux survivants de la compagnie de se replier à travers les haies et ainsi trouver des positions plus favorables. Pendant ce temps, Charles continuait de tirer, utilisant chargeur après chargeur. L'ennemi, alors, concentra ses tirs sur ce tireur, dont l'arme leur provoquait sans doute beaucoup de pertes. Charles de Gloper fut touché plusieurs fois et perdait beaucoup de sang. Affaibli, il posa un genou à terre, mais ne cessa pas de tirer pour autant. Et puis, fatalement, une balle ennemie l'atteignit mortellement. Charles s'affaissa dans la poussière, son arme encore fumante près de lui.
À cet instant précis, il venait de mourir en héros face à l'ennemi. Il avait 22 ans. Son sacrifice eut pour effet d'affaiblir l'attaque allemande, ce qui permit à ses camarades de s'esquiver. Son acte de courage exceptionnel, sa bravoure et sa grande détermination venaient à coup sûr de sauver de l'extermination les rescapés de sa compagnie. Mesdames et messieurs, autour de vous, vous pouvez admirer ce décor champêtre si paisible de nos jours. Nous sommes tous profondément émus de vous dire, chère famille, que ce chemin de terre est sans doute la dernière chose que Charles a vue juste avant de mourir dans l'aube blafarde de ce jour naissant du 9 juin 1944. Le 28 février 1945, le capitaine Wayne Pierce, qui désormais commandait la compagnie Charlie, recommanda le soldat de première classe Charles Neyance de Glopper pour la médaille d'honneur du Congrès américain. Le 10 mars 1946, elle lui est attribuée à titre posthume. C'est le major général Leland Hobbs qui l'a remis officiellement au père de Charles de Glopper le jour de ses funérailles le 10 juillet 1948. Charles est enterré dans le cimetière de Maple Grove à Grand Island dans l'État de New York. Il fut le premier des 2 soldats de la 82e division aéroportée à qui le Congrès américain a décerné cette plus haute distinction militaire en Normandie. Il fut décoré de la médaille Bronze Star au cours de sa campagne de Sicile et reçut également la Purple Heart, la médaille au cœur violet, qui est décernée pour blessure au combat et sacrifice de la vie. Malgré le temps qui passe, cet événement a gardé sa force, sa profondeur et toute sa dimension. Nous savons que Charles de Glopper est un héros aux États-Unis. Une rue de Fort Bragg porte son nom, tout comme le parc de New York Garden Club, le centre de formation de réserve de l'armée, le poste mémorial 9249 des anciens combattants de Grand Island, le terrain de formation physique des 1er et 2e bataillons du 325e régiment d'infanterie aéroportée, c'est-à-dire le descendant moderne du 325e planeur, porte également son nom. Je vous souhaite la bienvenue et je tiens à vous remercier tous ici présents et surtout les fidèles de la première heure par votre présence et je suis très heureux que vous soyez à nouveau avec moi aujourd'hui. Pour célébrer cette cérémonie, je tiens aussi à remercier nos amis américains et surtout nos amis vétérans. Ce sera aussi un moment émouvant pour nous tous où nous accompagnerons Jacques Boomer dans son dernier voyage. Souhaitons la bienvenue à nos amis vétérans. John Schumacher, compagnie D, 194e Infanterie par planeur, 17e Airborne. Ray Tollefson, 2e Rangers, A compagnie Omaha Beach, D-Day. John Van Gogh, 5e Rangers Bataillon, D compagnie Omaha Beach, le D-Day. Il aura 90 ans dans 2 jours. Don McBride, compagnie F, 2e bataillon, 502e régiment d'infanterie parachutiste, 101e division aéroportée. Jour J, opération Market Garden, Bastogne. Vétéran du Vietnam, Dick Winters, 82e Airborne, 101e Airborne, 506e. Nous avons aussi M. Joe Byerly, fils de Joe Byerly, un parachutiste américain qui est tombé ici le 6 juin à Saint-Côme-du-Mont. Et nous avons également le représentant, le vice-président de la 101e Airborne Association des États-Unis. Mais avant tout, ils ont tous voulu témoigner aujourd'hui et partager avec vous leur reconnaissance et remerciements pour l'intérêt que vous portez à ces hommes exceptionnels. Ils seront en pensée avec nous durant cette cérémonie. Je veux parler de la famille des 53. Betty et Barbara, épouses et filles de John Agnew. Evelyn Martens, fille de Jam Leach. Nancy, fille de Thomas Holman Lonergan. Armando, frère de Mike Marquez. Maureen Clark, nièce de Joe Oleskiewicz. Terry, fille de Andy Rasmussen.
Judy, Janice et Brian, filles et petits-fils de James F. Piccadilly Willie Green. Voici quelques témoignages. À vous tous ici aujourd'hui, nous vous disons merci pour ne jamais oublier les 53 et les hommes de la grande génération. Pour garder la mémoire de ces hommes vivants, merci pour toutes ces belles choses que vous faites. Rona, Nathalie et Edouard, enfants de Ida et de Bob Gunn. Je suis reconnaissant que vous continuez à vous souvenir de tous les membres des défilés 13 et des autres soldats qui ont sauté en Normandie peu de temps après minuit le 5 juin 1944. Je voudrais surtout vous rendre hommage en citant Jack Baumer, Jack Agnew, Robert Gunn et Mike Marquez. Tous, j'ai eu le privilège de les reconnaître et de les honorer de leur vivant. Je voudrais aussi faire honneur à ceux que je n'ai jamais rencontrés. Beaucoup de fois j'ai entendu dire Jack, j'ai eu les meilleurs soldats de tout le 506e régiment d'infanterie parachutistes réunis. L'honneur est dû à la fois à ceux qui sont morts et qui ont combattu en Europe et à ceux rentrés chez eux pour continuer à servir notre grande nation. Merci pour tout ce que vous faites pour rendre hommage à tous ces hommes. Et comme Jacques l'a dit quand il a reçu la Légion d'honneur le 26 septembre 2012, vive la France. Martha, épouse de Jake McNeice.